Bonjour, je m'appelle Diego et sur cette chaîne, nous dénichons les crimes les plus troublants et explorons ce qui défie la logique. Jusqu'où les êtres humains peuvent-ils aller? Likez et abonnez-vous pour ne pas manquer toutes nos histoires. Dans la ville endormie de Raleigh, en Caroline du Nord, l'hôpital Sainte-Catherine était connu pour ses soins exemplaires et comme institution de confiance dans la communauté locale. Dans ses couloirs éclairés, les patients allaient et venaient, confiant leur vie à l'équipe médicale. Cependant, sous cette surface apparemment tranquille, une ombre sinistre se cachait. Sarah Mills, 36 ans, était infirmière à l'hôpital depuis près d'une décennie. Elle était aimée des patients et respectée de ses collègues, connue pour son dévouement sans faille. Mère célibataire d'Ethan, 10 ans, Sarah a équilibré sa vie professionnelle et personnelle avec force et détermination. Pour elle, l'hôpital était plus qu'un travail, c'était sa deuxième maison, un endroit où elle pensait contribuer à sauver des vies. Dans la nuit du 18 mars, Sarah était de service lorsqu'une urgence a amené un patient inconscient aux urgences. L'homme, identifié comme étant Lucas Hay, un avocat réputé de la ville, avait été victime d'un grave accident de voiture et avait besoin de soins immédiats. Alors que l'équipe médicale se précipitait pour le stabiliser, Sarah a remarqué quelque chose d'étrange. Le patient avait des marques inhabituelles sur son corps, comme s'il avait été agressé avant l'accident. Malgré son instinct qui lui disait que quelque chose n'allait pas, elle a suivi les protocoles, mais elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer le comportement nerveux de l'un des médecins résidents, le docteur Andrew Collins. Le lendemain matin, Sarah a été appelée par le directeur de l'hôpital, le docteur Jonathan Harris. D'un ton sérieux, il a rapporté que Lucas Hay avait disparu de l'hôpital sans laisser de traces et que personne ne pouvait expliquer comment cela s'était produit. Ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille se produit, a-t-il déclaré, essayant de minimiser la situation. Mais Sarah savait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Agitée, elle décide d'enquêter par elle-même. Il a fouillé les dossiers de l'hôpital et a découvert que d'autres patients avaient disparu dans des circonstances similaires au cours des 2 dernières années. Plus inquiétant encore, toutes les personnes disparues étaient liées d'une manière ou d'une autre au service d'orthopédie, où travaillait le docteur Collins. Lorsqu'elle a confronté le médecin, il a ri nerveusement et a essayé de parler, mais Sarah pouvait entendre la tension dans sa voix. Au fil des jours, Sarah a commencé à recevoir des menaces anonymes, la sommant d'abandonner sa curiosité. Une nuit, alors qu'il sortait de l'hôpital, il trouva les pneus de sa voiture crevés et un message écrit sur le capot. « Tu creuses ta propre tombe ». Le ton de l'histoire était clair. Sarah était sur le point de faire face à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Que se passait-il à l'hôpital Sainte-Catherine? Qui était derrière ces disparitions? Et surtout, pourquoi quelqu'un semblait-il déterminé à la faire taire? Sarah Mills avait l'impression que quelque chose de sombre imprégnait les couloirs de l'hôpital Sainte-Catherine. À chaque changement, le poids des découvertes augmentait, mais elle ne pouvait partager ses soupçons avec personne. Il craignait que le coupable ne soit parmi ses propres collègues. Déterminée, elle décide de poursuivre ses investigations, même si elle sait que cela pourrait lui coûter cher. La semaine suivante, Sarah a fouillé les dossiers de l'hôpital au petit matin, profitant du silence de l'équipe de nuit. Lorsqu'il a consulté d'anciens dossiers médicaux, il a remarqué une tendance alarmante. Les patients disparus étaient des personnes financièrement stables ou influentes, mais dont la vie était suffisamment discrète pour que peu de gens remarquent immédiatement leur absence. Ils avaient aussi un point commun, ils avaient tous subi des interventions au service d'orthopédie. Parmi les notes, un nom revenait fréquemment, Dr Andrew Collins. Il avait soigné ou supervisé toutes les personnes disparues avant leur disparition. De plus, Sarah a trouvé des documents médicaux altérés, omettant des détails critiques tels que les heures de sortie et les tests effectués. À chaque nouvel élément de preuve, son cœur battait plus vite. Sarah savait qu'elle devait être prudente, mais elle ne pouvait pas ignorer son instinct selon lequel le docteur Collins était au centre de l'intrigue. Un soir, alors que Sarah examinait des dossiers à la cafétéria, elle fut surprise par Michael Carter, un agent de sécurité de l'hôpital. Il remarqua la tension sur le visage de Sarah et proposa son aide. « Je sais qu'il se passe quelque chose ici », a-t-il déclaré. « Ces disparitions ne sont pas normales et vous semblez être le seul à vouloir découvrir ce qui se cache derrière. » À contre-cœur, Sarah a partagé une partie de ce qu'elle avait découvert et Michael a accepté de l'aider à accéder aux zones restreintes de l'hôpital. Michael a révélé quelque chose que Sarah ignorait. L'hôpital possédait une aile désaffectée au sous-sol, qui n'apparaissait pas sur les plans de l'établissement. Il y avait récemment remarqué des mouvements inhabituels, mais il n'avait aucune preuve sur laquelle enquêter par lui-même. Convaincu que cette aile pourrait être la clé pour percer le mystère, Sarah a décidé qu'il fallait explorer les lieux. La nuit suivante, armés de lampes de poche et d'un plan de fortune, Sarah et Michael sont entrés dans la clandestinité.
L'odeur de moisi et l'obscurité des lieux étaient suffocantes. En traversant des couloirs abandonnés, ils ont découvert de vieilles pièces pleines de matériel médical couvertes de poussière. Cependant, au bout du couloir, une nouvelle porte, verrouillée par une serrure électronique, a attiré l'attention. Alors que Michael essayait de forcer la serrure, des pas résonnèrent dans le couloir. Les deux hommes se sont cachés dans une pièce adjacente et ont regardé le docteur Collins apparaître, accompagné de deux hommes vêtus de noir. Ils ouvrirent la porte et disparurent à l'intérieur. Lorsque le silence régna à nouveau, Sarah et Michael savaient qu'ils étaient proches de quelque chose de grand, mais ils ne pouvaient pas risquer d'y entrer à ce moment-là. Ils ont décidé de revenir avec plus d'informations. Le lendemain, Sarah a continué à recevoir des messages de menaces. Cette fois, une photo a été envoyée sur son téléphone portable. Il s'agissait d'Ethan, son fils, jouant dans le parc. La légende disait « Connaissez votre place, où il sera le prochain ». Le sang de Sarah se glaça. Quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements et sa famille était désormais en danger. Désespérée, Sarah a tenté de reculer et de prétendre qu'elle avait abandonné l'enquête, mais il était trop tard. Michael a été renvoyé subitement, sans explication, et elle a été surveillée par les agents de sécurité de l'hôpital. Déterminée à protéger Ethan et à trouver des réponses, Sarah a décidé qu'il était temps de confronter le docteur Collins directement. Lorsqu'elle l'a rencontré sur le parking après un quart de travail, il a gardé son sang-froid, mais Sarah a remarqué un sourire sombre sur son visage. « Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire », dit-il d'une voix glaciale. « Certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, Sarah, et tu es sur le point de l'apprendre à tes dépens. » Sarah a réalisé qu'elle avait affaire à quelque chose de bien plus important qu'une simple affaire de faute professionnelle médicale. Elle avait besoin de preuves concrètes pour dénoncer ce stratagème, mais elle devait aussi protéger son fils. Il décida de tout risquer dans une dernière tentative pour découvrir ce qu'il y avait derrière cette porte souterraine. Sarah Mills savait qu'elle ne pouvait plus retarder sa décision. La menace de licenciement d'Ethan et Michael était la preuve qu'ils se rapprochaient de la vérité. Déterminée à révéler ce qui se cachait derrière l'hôpital Sainte-Catherine, elle a élaboré un plan risqué, pénétré à nouveau dans la salle souterraine, cette fois prête à faire face à toutes les conséquences. C'était vendredi, peu avant minuit, lorsque Sarah profita de l'accalmie du service pour descendre. Cette fois, il avait pris des précautions. Il a déposé Ethan chez un ami de confiance, a configuré son téléphone portable pour qu'il enregistre en temps réel et a envoyé un message automatique à Michael en cas de problème. De cette façon, même s'il ne revenait pas, quelqu'un saurait ce qu'il avait découvert. Armée d'une petite boîte à outils pour ouvrir la serrure électronique de la mystérieuse porte, Sarah s'est frayé un chemin à travers les couloirs abandonnés. Le bruit de chaque pas semblait résonner comme le tonnerre dans le silence. Lorsqu'il atteignit enfin la porte, il sentit son cœur s'emballer. Après quelques minutes d'essai, il réussit à le déverrouiller. En ouvrant la porte, Sarah a été surprise par un environnement qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La salle était équipée d'appareils médicaux de pointe, de moniteurs de fréquence cardiaque et de matériel chirurgical. Mais ce qui la choqua le plus, ce furent les chariots alignés au centre de la pièce, sur lesquels étaient attachés des patients inconscients. Certains semblaient sous sédatifs, d'autres étaient connectés à des machines qui surveillaient leurs signes vitaux. Une immense table au fond était remplie de documents et de flacons de médicaments. En fouillant les lieux, Sarah a trouvé des dossiers contenant des informations détaillées sur les personnes disparues. Chaque dossier montrait que des patients étaient soumis à des expériences médicales illégales, apparemment pour développer de nouveaux traitements ou tester des substances interdites. Le mot viable était marqué en rouge sur les cartes de certains, tandis que d'autres avaient le mot exclu. Sarah ressentit une vague de nausée en réalisant le sens de ces mots. Parmi les dossiers, il a également trouvé des relevés bancaires indiquant des paiements de plusieurs millions de dollars sur des comptes internationaux. Les patients étaient des cobayes humains et l'hôpital en profitait. Avant de pouvoir repartir avec les preuves, Sarah entendit des pas approcher. Elle eut à peine le temps de se cacher que la porte s'ouvrit et que le docteur Andrew Collins entra, accompagné de deux hommes vêtus de noir. Alors qu'ils discutaient de rejeter l'un des patients, Sarah a enregistré chaque mot sur son téléphone portable. Involontairement, elle a heurté un équipement, attirant l'attention des hommes. Le docteur Collins leur a ordonné de vérifier la pièce et Sarah a été découverte. « Je savais que tu n'abandonnerais pas », dit-il d'un ton calme et menaçant. « À maintenant, tu vas rejoindre les autres. » Les hommes avancèrent, mais Sarah réagit instinctivement, prenant un scalpel sur l'une des tables et blessant l'un d'eux. Elle a couru vers la sortie, mais a été capturée avant d'atteindre la porte. Le docteur Collins la regarda froidement. « Tu aurais dû rester à ta place, Sarah. » Il n'y a plus de retour possible maintenant. Avant qu'elle puisse être emmenée, la porte s'ouvrit à nouveau. Michael, qui avait reçu le message automatisé de Sarah,
est entré avec un morceau de pipe à la main et a attaqué les hommes. Le combat fut intense, mais les deux hommes réussirent à s'échapper en verrouillant la porte derrière eux. Ils ont couru à l'étage alors que les alarmes retentissaient et que l'hôpital semblait se réveiller dans le chaos. À l'extérieur de l'hôpital, Michael a insisté pour qu'ils se rendent directement à la police. Mais Sarah savait que les forces impliquées étaient puissantes. Si nous leur remettons cela maintenant, ils manipuleront les preuves. Nous avons besoin de plus de preuves pour les faire tomber une fois pour toutes. Ils ont décidé de se cacher pendant un moment, planifiant leur prochaine étape, exposer la vérité au monde, quel qu'en soit le prix. Sarah Mills et Michael Carter ont trouvé refuge dans une cabane isolée à la périphérie de Raleigh. La tension était palpable. Sarah était épuisée, mais déterminée à dénoncer le complot à l'hôpital Sainte-Catherine. Tout en examinant les enregistrements et les documents qu'il a réussi à prendre, Michael a surveillé l'actualité et les environs de la cabine. Il savait qu'ils étaient pourchassés. Sarah a passé des journées entières à parcourir les dossiers et à organiser les preuves qu'elle avait recueillies. Il a découvert que le projet à l'hôpital était bien plus important qu'il ne l'imaginait. Les expériences illégales ont été financées par une société pharmaceutique internationale appelée Genpharm, qui a utilisé l'hôpital comme base clandestine pour tester des médicaments expérimentaux sur des patients vulnérables. De plus, il a découvert que le Dr Collins n'était pas le leader, mais simplement un élément du conseil d'administration. Le véritable cerveau était le directeur de l'hôpital lui-même, le Dr Jonathan Harris, qui avait transformé Sainte-Catherine en laboratoire secret. Michael a suggéré qu'ils apportent les preuves à un journaliste d'investigation de confiance. Il a mentionné une journaliste nommée Emily Grant, connue pour avoir dénoncé les stratagèmes de corruption des entreprises. À contre-cœur, Sarah a accepté. Si quelqu'un pouvait aider à faire éclater la vérité, ce serait bien Emily. Sarah a contacté Emily en utilisant un téléphone portable. Le journaliste a accepté de les rencontrer dans un café discret de la ville voisine. Le jour fixé, Sarah et Michael se sont rendus au rendez-vous, mais ont pris des précautions, modifiant plusieurs fois leur itinéraire pour éviter d'être suivis. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés, Emily a été choquée par ce qu'elle a entendu. « Si tout cela est vrai, ce sera la plus grande histoire de ma carrière », a-t-elle déclaré. « Mais vous devez me laisser le temps de vérifier les faits. Cela pourrait prendre des jours, voire des semaines. » Sarah savait que chaque instant était dangereux, mais elle a confié aux journalistes des copies des enregistrements et des documents. En attendant Emily, Sarah et Michael se rendirent compte que l'étau autour d'eux se refermait. Lors d'un rapide voyage en ville pour acheter des fournitures, Michael a remarqué une voiture noire qui les suivait. Ils ont réussi à perdre le véhicule, mais savaient que sa localisation avait été compromise. Cette même nuit, des coups de feu ont été tirés sur la cabane. Sarah et Michael se sont cachés, réussissant à s'échapper à travers la forêt pendant que les hommes envahissaient les lieux. Désespérés, ils se sont rendus chez l'amie de Sarah, Rebecca, qui était avocate. Rebecca les a hébergés temporairement et leur a suggéré de rechercher une protection juridique. Cependant, Sarah savait que la justice conventionnelle ne fonctionnerait pas contre une organisation aussi puissante. Elle avait besoin de quelque chose de plus. Quelques jours plus tard, Sarah a reçu un appel d'Emily. « J'ai pu presque tout confirmer », a déclaré le journaliste. « Mais j'ai besoin de plus de preuves sur l'implication de Genpharm. Ils sont connus pour dissimuler ces stratagèmes. » Sarah a décidé de retourner à l'hôpital, malgré les risques, pour accéder au serveur central et obtenir des preuves supplémentaires. Avec l'aide de Michael et Rebecca, Sarah a conçu un plan détaillé pour infiltrer l'hôpital. Cependant, quelque chose s'est mal passé. Lorsque Sarah est arrivée au serveur, elle a été surprise par des gardes de sécurité armés. Lorsqu'elle a été emmenée au cabinet du Dr Harris, elle a réalisé que quelqu'un avait trahi sa confiance. Le Dr Harris détenait les documents qu'il avait remis à Emily. « Je t'avais prévenu que tu ne savais pas à qui tu avais affaire, Sarah, » dit-il avec un sourire glacial. Avant qu'elle puisse être emmenée, Michael et Rebecca sont passés à l'action, utilisant une alarme incendie pour distraire la sécurité. Sarah a réussi à s'enfuir, mais non sans conséquence. Elle savait maintenant qu'Emily avait vendu les informations à Genpharm en échange d'argent. Le journaliste n'était pas digne de confiance et le danger était plus grand que jamais. De retour à la cachette, Sarah se sentit vaincue, mais Michael l'encouragea à continuer. « Vous êtes allé si loin. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant. S'ils se battent si dur pour vous faire taire, c'est parce qu'ils savent que vous pouvez les détruire. » Malgré les trahisons et le danger croissant, Sarah a décidé de faire quelque chose de radical, divulguer les preuves directement sur Internet. Via les forums et les réseaux sociaux, elle a partagé des enregistrements, des documents et même des rapports sur les expériences illégales. L'impact a été immédiat.
Les gens ont commencé à partager l'information et l'histoire est devenue virale. La fuite d'informations a ébranlé les fondations de l'hôpital Sainte-Catherine et de Genfarm. En quelques heures, l'affaire a fait la une de l'actualité, dénonçant les expériences illégales, les disparitions de patients et la corruption interne. Alors que la population se révoltait, les responsables du projet ont commencé à agir désespérément pour dissimuler leurs actions. Sarah Mills savait que le moment de la confrontation finale était proche. Le lendemain de la fuite, Sarah a reçu un message anonyme. « Vous pensez que vous êtes intelligent, mais vous ne survivrez pas à ce qui s'en vient. » Malgré sa peur, elle a décidé de ne pas reculer. Michael a suggéré qu'il s'adresse à la police, mais Sarah savait qu'une partie de la police locale était engagée auprès de Genfarm. Ils avaient besoin de quelque chose de définitif pour faire tomber complètement le projet. C'est alors que Sarah se souvint d'un fichier mentionné dans l'un des dossiers qu'elle avait trouvé, Projet Chrono. Ce fichier, stocké sur le serveur central de l'hôpital, contenait des détails sur les opérations financières de Genfarm, notamment les paiements aux employés de l'hôpital et aux autorités locales. S'il parvenait à y accéder, ce serait le coup de grâce. Michael et Rebecca à ses côtés, Sarah a conçu un plan audacieux pour retourner à l'hôpital Sainte-Catherine et accéder au serveur central. Il savait que la sécurité serait renforcée et il devait donc agir rapidement et avec précision. Dans la nuit du 25 mars, Sarah et Michael sont entrés dans l'hôpital déguisés en livreurs de fournitures médicales, tandis que Rebecca surveillait les caméras de sécurité à distance. Le bâtiment était rempli d'agents de sécurité armés, mais les deux hommes ont réussi à atteindre le sous-sol où se trouvait le serveur. En entrant dans la pièce, Sarah commença à télécharger les fichiers pendant que Michael surveillait la porte. Avant la fin du téléchargement, le docteur Harris et plusieurs hommes armés ont fait irruption dans la pièce. « Je t'avais prévenu que tu jouais avec le feu, Sarah », dit-il en pointant une arme sur elle. « Pensez-vous qu'un simple dossier peut bouleverser des années de planification ?» Sarah, les mains tremblantes, regarda Michael, qui hocha subtilement la tête. Avant que le docteur Harris ne puisse réagir, Michael a renversé l'une des étagères de la pièce, créant une distraction. Sarah a profité du moment pour envoyer le dossier directement à Rebecca, qui était prête à le diffuser en temps réel. La confusion a déclenché une course-poursuite effrénée dans les couloirs de l'hôpital. Sarah et Michael se sont heurtés à des obstacles à chaque coin de rue, mais ils ont réussi à atteindre la sortie. Cependant, avant qu'il n'ait pu s'échapper complètement, un coup de feu a été tiré, touchant Michael à l'épaule. Sarah, désespérée, a aidé Michael à sortir du bâtiment, tandis que le docteur Harris l'observait de loin avec un sourire cruel. « Vous avez peut-être obtenu le dossier, mais vous ne survivrez jamais à Genfarm, a-t-il crié. Dehors, Rebecca attendait déjà avec la voiture en marche. Ils ont réussi à s'échapper et ont emmené Michael dans un hôpital sûr. Alors qu'il recevait des soins médicaux, Rebecca a commencé à libérer le projet Chrono et Internet. La fuite du dossier a eu un impact dévastateur sur Genfarm et l'hôpital Sainte-Catherine. Les documents révélaient non seulement les expériences illégales, mais également les noms des hommes politiques, des policiers et des médecins impliqués dans ce projet. Le soulèvement populaire fut immédiat, conduisant à l'arrestation de plusieurs personnalités importantes. Cependant, le docteur Harris a réussi à s'échapper avant l'arrivée de la police à l'hôpital. Il était désormais un fugitif international, mais Sarah savait que sa vengeance ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi la fuite Projet Chrono, ils étaient chaotiques, mais aussi révélateurs. La population réclamait justice, tandis que les autorités, sous la pression de preuves irréfutables, procédaient à une série d'arrestations à travers le pays. Des hommes politiques, des médecins et même des dirigeants de Genfarm ont été arrêtés, avec des accusations allant de la corruption au meurtre. Cependant, le chef du complot, le docteur Jonathan Harris, est toujours en liberté. Michael, blessé lors de l'évasion, se trouvait dans un hôpital sécurisé pour recevoir des soins. Sarah ne l'a jamais quitté, se sentant coupable de l'avoir impliqué dans quelque chose d'aussi dangereux. Il la rassura cependant. « Tu as fait ce qui était bien, Sarah. Si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. » Pendant ce temps, Rebecca a travaillé sans relâche pour garantir que les enquêtes restent au centre des préoccupations des autorités, empêchant toute tentative de dissimulation. Révéler la vérité a apporté un soulagement, mais aussi des conséquences pour Sarah. Elle a perdu son emploi à l'hôpital et savait qu'elle ne pouvait plus vivre à Raleigh sans qu'on la reconnaisse ou qu'on se souvienne de son combat. Malgré cela, leur priorité était de protéger Ethan et de reconstruire leur vie. Le soir où elle est rentrée chez elle pour la première fois depuis des semaines, Sarah a ressenti le poids émotionnel de tout ce à quoi elle avait été confrontée. Ethan la serra dans ses bras et lui dit « Maman, tu es mon héros ». Ces mots lui ont donné la force de continuer. Alors que Sarah essayait de reprendre une routine normale, elle a reçu un appel anonyme.
La voix à l'autre bout du fil était indubitable, au docteur Harris. Tu as peut-être gagné cette bataille, Sarah, mais la guerre n'est pas encore terminée. Tu ne sais pas de quoi nous sommes capables. L'appel a été rapide, mais suffisant pour garder Sarah en alerte. Il était toujours en liberté et déterminé à se venger. Avec l'aide de Rebecca, Sarah a informé les autorités, qui ont lancé une chasse à l'homme international pour le capturer. Pendant ce temps, Sarah a décidé qu'elle ne vivrait plus dans la peur. Elle commence une formation d'autodéfense, renforçant son réseau de contacts et se préparant à toute éventualité. L'impact des révélations a dépassé Sarah. L'hôpital Sainte-Catherine a été fermé et Gene Farm a fait face à des poursuites judiciaires qui l'ont conduit à la faillite. Plus important encore, les familles des victimes ont finalement obtenu des réponses et de nouvelles lois ont été créées pour réglementer la pratique médicale et protéger les patients vulnérables. Sarah a été invitée à participer à des documentaires, des conférences et des campagnes de sensibilisation. Il est devenu une voix active contre la corruption dans le système de santé et un symbole de courage pour beaucoup. Malgré le traumatisme, elle a trouvé un but dans son combat. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos histoires. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer ces histoires percutantes. La ville de Maple Creek, nichée au milieu de collines densément boisées du Vermont, était connue pour sa sérénité. Ses rues étaient calmes et les voisins se saluaient avec des sourires chaleureux. Mais sous cette surface paisible se cachait une sombre histoire qui s'apprête à jamais l'image de la communauté. En 2013, Henry Clark, un jeune de 18 ans passionné de photographie, disparaît sans laisser de traces. C'était le genre de personne qui égayait n'importe quelle pièce, avec un sourire prêt et une curiosité insatiable. Enfant unique d'un couple aimant, Henry avait un bel avenir devant lui. Ses photographies étaient souvent exposées dans les foires locales, capturant des paysages révélant un talent inné. Le jour de sa disparition, Henry explorait une région isolée aux abords de Maple Creek, un endroit où il allait souvent chercher l'inspiration. Il prévoyait de prendre des photos d'un vieux pont ferroviaire couvert de mousse, une structure qui, selon lui, capture l'esprit oublié de la ville. Sa famille ne s'est pas inquiétée au départ puisqu'il n'est pas revenu le soir. Henry était connu pour perdre la notion du temps au cours de ses aventures. Mais à l'aube, alors qu'il n'était toujours pas revenu, la peur commença à prendre le dessus. La recherche d'Henry mobilise toute la communauté. Des bénévoles ont fouillé la forêt, la police a interrogé les habitants et des affiches avec sa photo ont été répandues dans les villes voisines. Tout ce qui a été retrouvé, c'est son appareil photo cassé, jeté sur un chemin de terre peu fréquenté. L'enquête a fini par se calmer et Maple Creek a avancé, mais pour la famille Clark, le temps s'est arrêté ce jour-là. Ce que personne ne savait, c'est qu'Henry était vivant, mais vivant un cauchemar inimaginable. L'après-midi de sa disparition, Henry a été approché par un couple apparemment ordinaire dans une camionnette rouillée. Emily et Jonathan Rook, qui se sont présentés comme des agriculteurs locaux, ont demandé votre aide pour retrouver un chien perdu dans les bois. Toujours prêt à aider, Henry a accepté de monter dans le véhicule. Mais il se rend vite compte de son erreur. Le ton amical du couple a disparu, et avant qu'il ne puisse réagir, il a été frappé à la tête, s'évanouissant complètement. Quand Henry se réveilla, il se trouvait dans un sous-sol sombre, enchaîné à un mur froid et humide. L'espace sentait le moisi et le désespoir. Une unique fenêtre haute laissait entrer un filet de lumière, suffisant pour révéler la saleté accumulée et les marques d'autres personnes qui, peut-être, étaient là avant lui. Emily et Jonathan, à première vue, pourraient être confondus avec un couple ordinaire de la classe moyenne. Mais derrière cette façade respectable se cachaient des esprits troubles. Ils croyaient en une théorie folle selon laquelle la société était pourrie et qu'il leur appartenait de réformer les jeunes pour construire un nouvel ordre, avec des adeptes moulés à leur vision du monde. Henry serait le premier, avec une expérience dans son idéologie malade. Au début, ils ont essayé de le manipuler psychologiquement, en le nourrissant de doctrines et de discours étranges. Lorsqu'Henry a résisté, ils ont opté pour des méthodes plus brutales, isolement, privation de nourriture et châtiment corporel. Il a été contraint de travailler aux abords de la maison, entouré de caméras et d'alarmes qui l'empêchaient de s'échapper. Le temps a perdu son sens pour Henry. Les jours se fondaient dans les nuits, et leur seul lien avec le monde extérieur était le bruit lointain des oiseaux ou des voitures qui passaient sur la route. Il lui était interdit de parler et il voyait rarement d'autres personnes que ses ravisseurs. Son esprit commença à se briser, mais jamais complètement. Henry a trouvé des moyens de résister par de petites mesures. Il a gravé des marques sur le mur pour compter les jours, a essayé d'écouter les conversations entre Emily et Jonathan et a analysé chaque mouvement dans la maison. Il savait que sa seule chance de s'échapper était de prêter attention à chaque détail, aussi insignifiant soit-il. En 2018,
5 ans après son enlèvement, Henri a trouvé une vieille radio dans le sous-sol alors qu'il nettoyait les lieux. Il réussit à le réparer partiellement et commença à entendre en secret des nouvelles du monde extérieur. C'est ainsi qu'il a découvert que ses parents cherchaient toujours des réponses, organisant des événements annuels pour perpétuer le souvenir de sa disparition. Savoir qu'il n'avait pas abandonné a donné à Henri une lueur d'espoir. Au fil des années, Henri a remarqué des changements dans le comportement d'Émilie et Jonathan. Ils commencèrent à se battre plus souvent, n'étant pas d'accord sur la manière de le gérer. Ces discussions ont donné à Henri un aperçu de ses faiblesses. Il remarqua que Jonathan était le plus agressif et le plus contrôlant, tandis qu'Émilie, bien que complice, montrait des moments d'hésitation. Cet écart était suffisant pour qu'Henri puisse commencer à planifier son évasion. Fin 2022, Henri a commencé à élaborer son plan. Il faisait semblant d'être plus soumis, obéissant aux ordres sans poser de questions et donnant l'impression qu'il avait renoncé à se battre. Cela a réduit la surveillance sur lui permettant de cacher des outils improvisés pour une future évasion. Il savait qu'il n'avait qu'une seule chance. À l'occasion du 10e anniversaire de sa captivité, Henri décida qu'il ne pouvait plus attendre. J'étais fatigué, épuisé émotionnellement, mais déterminé. Aujourd'hui, c'est le jour où je pars d'ici, se murmura-t-il en regardant par la fenêtre qui était devenue son seul lien avec la liberté. Par cette nuit glaciale de décembre 2023, le plan d'Henri était prêt à être mis à exécution. Pendant 10 ans, il a enduré un cauchemar inimaginable, mais sa détermination à s'enfuir ne s'est jamais complètement estompée. Il savait que sa seule chance de sortir vivant de cette maison était d'utiliser à son avantage tous les détails qu'il avait appris sur ses ravisseurs. Henri a passé des semaines à rassembler des outils de fortune, un morceau de métal rouillé qui servait de clé pour déverrouiller son cadenas, une planche détachée qui pouvait servir d'arme, surtout, sa patience. Il savait qu'Émilie et Jonathan avaient des routines spécifiques. Jonathan buvait toujours tard et dormait profondément, tandis qu'Émilie faisait souvent le tour du sous-sol avant de se retirer. Cette nuit-là, Henri fit semblant d'être malade, une tactique qu'il avait déjà utilisée pour gagner de l'espace. Il toussa et gémit dans sa barbe, espérant qu'Émilie serait la première à descendre. Comme prévu, elle est apparue, portant une lampe de poche et une assiette de nourriture simple. Il savait qu'elle avait une faiblesse, la culpabilité. Malgré sa complicité, Émilie montrait des signes de remords dans les moments de vulnérabilité. « Je n'en peux plus », dit Henri d'un ton bas et vaincu. « Si vous avez un peu d'humanité, laissez-moi partir. Je ne le dirai à personne. Je veux juste retrouver ma vie. » Émilie hésita. Pendant un bref instant, Henri crut que ses paroles pourraient suffire à la briser. Mais Jonathan a alors crié depuis l'étage. « Émilie, ça prend trop de temps. » Elle trembla et partit précipitamment, verrouillant la porte derrière elle. Dès que la maison fut silencieuse, Henri commença à agir. Il a utilisé le morceau de métal pour déverrouiller ses chaînes, un processus qu'il avait répété pendant des mois. Ses mains tremblaient alors qu'il luttait pour supprimer le bruit du cliquetis de la serrure. Lorsqu'il finit par lâcher prise, il ressentit une montée d'adrénaline qui lui fit presque perdre sa concentration. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement franchir la porte d'entrée. La maison était pleine de pièges, des caméras, des alarmes improvisées, le plus dangereux de tous, Jonathan qui dormait avec une arme à portée de main. Henri décida que sa meilleure chance était de s'échapper par la haute fenêtre du sous-sol. Une fois la planche desserrée, il a pu tirer les briques autour du cadre de la fenêtre, créant ainsi une ouverture suffisante pour passer à travers. Alors qu'il montait, le son d'un cri résonna dans la maison. Émilie avait remarqué son absence. « Jonathan !» Il s'enfuit. Sa voix était pleine de panique. Jonathan dévala les escaliers en courant, brandissant une lampe de poche et un revolver. « Je t'avais prévenu que tu ne t'échapperais pas, gamin !» a-t-il crié en pointant l'arme vers la fenêtre. Henri n'avait pas le choix. Il a sauté avant que le coup de feu ne soit tiré, atterrissant dans la neige avec un impact douloureux. Sa cheville s'est tordue, mais il a ignoré la douleur et a couru vers la forêt. Jonathan le suivit en criant des menaces tout en tirant au hasard. L'obscurité de la forêt était la seule alliée d'Henri, qui utilisa sa connaissance du terrain pour perdre son poursuivant. Chaque arbre semblait un abri temporaire, chaque bruit un avertissement d'un danger imminent. Alors que Jonathan le poursuivait, Henri entendit des pas légers derrière lui. C'était Émilie. Mais au lieu de l'attaquer, elle semblait hésiter. « Henri, s'il te plaît, arrête. Tu ne comprends pas ce qu'il fera s'il t'attrape à nouveau. » Sa voix était pleine de peur, non pas pour Henri, mais pour elle-même. Il réalisa qu'elle était aussi prisonnière, d'une certaine manière. « Si tu veux vraiment en finir avec ça, aide-moi, » répondit Henri, presque essoufflé. « Tu sais que ce n'est pas bien. » Pendant un moment, Émilie resta immobile. Puis, dans un acte de courage inattendu, elle ramassa une pierre par terre et courut vers la maison.
Henri ne savait pas ce qu'elle voulait dire, mais il n'eut pas le temps d'attendre. Il a continué à courir. Après presque une demi-heure de fuite à travers la forêt, Henri aperçut des lumières au loin. C'était une route. Avec ses dernières forces, il trébucha dans la neige jusqu'à atteindre l'asphalte, où il fut repéré par un chauffeur de camion qui passait. L'homme s'est immédiatement arrêté et a appelé la police. « Est-ce que ça va ?» demanda le chauffeur du camion, tandis qu'Henri frissonnait de froid et de peur. « J'ai besoin d'aide », fut tout ce qu'il put dire avant de s'évanouir. À son réveil, Henri était à l'hôpital. Des policiers l'attendaient à son chevet, impatients d'entendre son histoire. Il a tout raconté, l'enlèvement, les années de torture, la fuite désespérée. Les autorités ont perquisitionné la maison des Rouques la même nuit, mais n'ont trouvé que Jonathan. Émilie avait disparu. Jonathan a été arrêté, mais a refusé de coopérer. « Tu ne comprends pas. C'est plus grand que moi. Il ne sera jamais en sécurité. » Ces propos énigmatiques ont laissé les policiers perplexes. Bien qu'il soit libre, Henri savait que son combat était loin d'être terminé. Il avait encore des questions sans réponse. Qui étaient les autres qui étaient passés par cette cave? Pourquoi Jonathan a-t-il mentionné quelque chose de plus grand que lui? Et où était Émilie? Henri a décidé qu'il ne serait pas seulement une victime. Il en serait le juge, le jury et, s'il le fallait, le bourreau. Lorsqu'Henri Clark a ouvert les yeux à l'hôpital, il a ressenti le poids de 10 années de souffrance dans chaque partie de son corps. Le monde semblait différent, presque méconnaissable. Il n'était plus le jeune homme optimiste disparu en 2013. La douleur physique de sa captivité n'était qu'une fraction de ce qu'il avait en tête. Désormais libre, il se lance dans un nouveau combat, reconstruire sa vie et obtenir justice. Les journées à l'hôpital étaient épuisantes. Policiers, psychologues et journalistes se sont relayés pour rechercher des informations. Maple Creek était sous le choc. Le cas Henri Clark, autrefois considéré comme un mystère non résolu, fait désormais la une des journaux nationaux. Son histoire de survie était un symbole de résistance, mais pour Henri, tout était encore une blessure ouverte. La police a réussi à capturer Jonathan Rook, mais les réponses qu'il a proposées étaient vagues et incohérentes. Il a répété une seule phrase: « Vous ne comprenez pas. C'est plus grand que n'importe lequel d'entre nous. » Pendant ce temps, Émilie Rook restait portée disparue et personne ne savait avec certitude si elle était en fuite ou si elle était manipulée par des forces qui n'avaient pas encore été révélées. Henri savait que compter uniquement sur la police ne suffisait pas. Il lui fallait agir. Après des semaines de convalescence, Henri est retourné au domicile de ses parents, désormais âgés et épuisés émotionnellement. Les retrouvailles ont été émouvantes, mais aussi pleines de douleur. « Nous ne t'avons jamais abandonné, Henri, » dit sa mère en lui tenant fermement les mains. Mais le regard lointain d'Henri montrait qu'il ne pouvait pas abandonner le passé. Il a commencé à revoir ses souvenirs de captivité, essayant de trouver des indices qui pourraient conduire à des réponses. Il se souvenait des conversations entre Émilie et Jonathan, des fragments mentionnant d'autres personnes impliquées. « Ils ne sauront jamais que nous sommes ici, » disait Jonathan d'un ton arrogant. « La maison n'est qu'une pièce du puzzle. » Avec ces pensées, Henri décida qu'il devait retourner dans la maison où il avait été détenu. Malgré la résistance de sa famille et de la police, il a convaincu les enquêteurs de le laisser participer à la recherche de preuves. « Je connais cette maison mieux que quiconque, » dit-il fermement. « S'il y a quelque chose là-bas, je le trouverai. » Revenir chez les Rook, c'était comme revivre le pire moment de sa vie. Chaque recoin du sous-sol rappelait des souvenirs poignants. Mais Henri ne s'est pas laissé submerger par l'émotion. Il commença à fouiller chaque recoin des lieux, à la recherche de tout ce qui pourrait révéler les secrets de Jonathan et Émilie. C'est alors qu'il découvre un compartiment secret derrière un faux mur. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos et une liste de noms. Chaque nom avait une date à côté, et Henri reconnut certains d'entre eux comme des personnes disparues de Maple Creek et des villes environnantes. À côté de la liste se trouvait une carte avec des points marqués dans diverses régions de l'État. Parmi les papiers, Henri trouva quelque chose qui le glaça, une photo d'Émilie tenant un bébé dans ses bras, avec l'inscription « Notre avenir commence ici ». Il réalisa que les Rook n'étaient pas seulement des ravisseurs aléatoires, ils faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, un réseau organisé qui utilisait des personnes à des fins encore inconnues. Alors qu'il examinait les documents, Henri reçut un visiteur inattendu, l'un des policiers chargés de son enquête, le détective Marcus Hale. Hale était un homme sérieux et expérimenté, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui témoignait de l'empathie pour Henri. « J'ai vu beaucoup de cas dans ma carrière », a déclaré Hale, mais rien de comparable au vôtre. Et, franchement, je pense qu'il y a plus dans cette histoire que ce que nous sommes prêts à admettre. Hale a révélé qu'au cours de ses enquêtes, il avait découvert des liens entre Jonathan Rook et une organisation appelée un cercle venu du ciel,
connu pour ses pratiques sombres impliquant des expériences humaines et un endoctrinement idéologique. Le réseau opérait dans diverses régions du pays et Jonathan semblait n'être que l'un de ses opérateurs. Emily, selon Hale, aurait pu être victime de cette organisation avant d'en devenir complice. Henry sentit sa colère grandir. Non seulement ils ont détruit ma vie, mais ils l'ont probablement fait à beaucoup d'autres personnes, a-t-il déclaré. Je ne m'arrêterai pas tant que chacun d'entre eux n'aura pas payé pour ce qu'il a fait. Avec le soutien de Hale, Henry commença à élaborer un plan pour démanteler le cercle de Salem. Il savait que c'était dangereux, mais il savait aussi qu'il n'avait plus rien à perdre. À l'aide de documents trouvés au domicile des Rook, ils ont commencé à identifier d'autres lieux et d'éventuels complices. Pendant ce temps, Henry entraînait son corps et son esprit. Il a appris à tirer, à étudier les tactiques d'enquête et à renforcer sa détermination. Chaque pas le rapprochait de sa vengeance, mais l'éloignait également de toute chance de mener une vie normale. L'un des points marqués sur la carte menait à une cabane isolée dans les montagnes du Vermont. Henry et Hale ont décidé d'enquêter sans impliquer la police, craignant que des informations ne soient divulguées aux membres du cercle. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé la cabane vide mais pleine de preuves, du matériel de surveillance, des photos d'autres victimes et, surtout, un message écrit sur le mur, « Le cycle ne se termine jamais ». Parmi les photos se trouvait une image récente d'Emily, maintenant visiblement plus âgée et semblant perdue. Elle tenait une note qui disait « Je n'ai jamais eu le choix ». Henry réalisa que sa quête n'était pas seulement une vengeance, c'était pour des réponses. Qui contrôlait réellement le cercle de Salem? Pourquoi l'avait-il choisi? Et plus important encore, jusqu'où serait-il prêt à aller pour détruire cette organisation? Henry Clark était loin d'être le jeune homme optimiste qui avait été kidnappé 10 ans plus tôt. Ces années de captivité ont fait de lui une personne concentrée, froide et obstinée. La quête visant à détruire le cercle de Salem était désormais sa seule mission. Cependant, à mesure qu'il approfondissait ses investigations et affrontait des dangers de plus en plus grands, il commença à réaliser que son voyage ne serait pas seulement une question de vengeance, mais aussi de compréhension de qui il était devenu. Après avoir visité la cabane dans les montagnes du Vermont, Henry et le détective Marcus Hale ont analysé les preuves trouvées. Parmi les documents se trouvaient des notes codées suggérant l'existence d'autres cachettes et d'éventuels dirigeants du cercle. L'un des emplacements indiquait une installation industrielle abandonnée à la périphérie de Boston. Henry insista pour diriger le raid, mais Hale tenta de l'en dissuader. « Tu as traversé tellement de choses, Henry. Ne penses-tu pas que tu vas trop loin? Laisse le soin aux autorités. » Mais Henry était déterminé. « Ils ont pris 10 ans de ma vie. Je n'aurai pas de repos tant que je n'y aurai pas mis fin. » L'installation abandonnée de Boston était un endroit sinistre, avec des fenêtres brisées et des couloirs remplis de débris. Henry et Hale entrèrent prudemment, armés de matériel de base et de lampes de poche. L'air était lourd, chargé d'une odeur de rouille et d'abandon. En explorant le site, ils ont découvert un laboratoire de fortune qui semblait toujours opérationnel. Sur des étagères poussiéreuses se trouvaient des bouteilles de produits chimiques et des dossiers médicaux contenant des descriptions inquiétantes d'expériences réalisées sur des humains. Chaque page était un rappel douloureux pour Henry, mais aussi une confirmation qu'il était sur la bonne voie. Soudain, ils entendirent des pas résonner dans le couloir. Hale fit signe à Henry de se taire alors qu'il se cachait derrière une table. 2 hommes sont entrés dans la pièce, discutant du transfert du matériel vers une autre cachette. « Le docteur Rook nous a laissés dans le pétrin », a déclaré l'un d'eux. « Maintenant, nous devons tout nettoyer avant que les autorités ne nous trouvent. » Avant qu'il puisse réagir, Henry sortit de sa cachette et pointa une arme improvisée que Hale lui avait donnée. « Où est le cercle de Salem ?» demanda-t-il, la voix pleine de colère. Les hommes tentèrent de résister, mais Hale intervint, désarmant habilement l'un d'eux. Après une lutte tendue, les 2 hommes ont été maîtrisés et interrogés. Sous pression, les hommes ont révélé qu'Emily Rook avait récemment été vue à un endroit appelé la Ferme Grise, une propriété isolée utilisée pour les réunions du cercle. Ils ont également mentionné qu'elle était là contre son gré, obligée de collaborer pour protéger un de ses proches. Henry était déchiré. Une partie de lui voulait croire qu'Emily était autant une victime que lui, mais une autre partie de lui ne pouvait pas oublier les années de douleur qu'elle lui avait laissé souffrir. Alors qu'il se préparait à se rendre à Grey Farm, Henry commença à remettre en question ses propres intentions. Hale remarqua son hésitation et essaya de parler. « Tu as parfaitement le droit de demander justice, Henry. Mais la vengeance pure et simple peut consumer qui tu es. Pensez à ce que vous voulez vraiment accomplir. » Les paroles de Hale restaient gravées dans l'esprit d'Henry. Il savait que sa colère le conduisait, mais il commençait aussi à réaliser que son désir de vengeance pouvait obscurcir sa capacité à voir la vérité. Grey Farm était un lieu isolé, entouré de forêts denses et protégé par de hautes clôtures.
Lorsqu'Henry et Hale sont arrivés, ils ont utilisé l'élément de surprise pour pénétrer par effraction dans la propriété. À l'intérieur, ils ont trouvé des signes clairs indiquant que le lieu était utilisé pour les réunions du cercle, des tableaux d'affichage avec des cartes, des horaires et une salle remplie d'ordinateurs. Pendant que Hale vérifiait les ordinateurs, Henry trouva Emily. Elle était dans une pièce fermée à clé, avec une expression surprise lorsqu'elle le vit. « Henry, tu ne devrais pas être ici, dit-elle, la voix tremblante. Vous m'avez gardé enfermé pendant 10 ans. Cria Henry en pointant une arme sur elle. Pourquoi devrais-je vous croire maintenant? Emily a commencé à pleurer. Tu ne comprends pas. Jonathan. Il a menacé ma vie, mon fils. Je n'ai jamais voulu que tu traverses ça, mais je n'ai pas pu m'échapper. Sa confession a secoué Henry, mais il n'a pas baissé sa garde. Tu t'attends à ce que je me sente désolé pour toi. J'ai été torturé, isolé, détruit à cause de vous deux. Emily tomba à genoux. Je sais que rien de ce que je dis ne peut changer ce que j'ai fait. Mais s'il vous plaît, croyez-moi, le cercle est plus grand que Jonathan ou moi. Ils vous détruiront s'ils ne sont pas arrêtés. Avant qu'Henry puisse décider quoi faire d'Emily, des alarmes ont commencé à sonner dans la propriété. Des membres armés du cercle arrivaient. Hale se précipita dans la pièce. Nous devons partir maintenant. Ils arrivent en force. Henry regarda Emily, déchiré entre sa colère et la possibilité qu'elle puisse les aider à détruire le cercle. Finalement, il décide de l'emmener avec lui, mais sous surveillance constante. Alors qu'il fuyait greffe arme, Emily révéla plus d'informations sur le cercle de Salem, y compris le nom de leur possible chef, Victor Clean, un homme d'affaires influent qui a utilisé sa fortune pour financer les opérations du groupe. Elle a également déclaré qu'il y avait davantage de victimes comme Henry réparties dans tout le pays. Même s'il se méfiait toujours d'Emily, Henry savait qu'il avait besoin d'elle pour mettre fin au cercle une fois pour toutes. Sa quête de vengeance se transformait en quelque chose de plus grand, un combat pour révéler la vérité et libérer ceux qui étaient encore emprisonnés. La découverte du nom Victor Clean, l'homme d'affaires censé être responsable du financement du cercle de Salem, marque le tournant définitif. Henry Clark, le détective Marcus Hale et désormais leur allié réticente Emily Rook savait qu'il devrait frapper au cœur de l'organisation s'il voulait y mettre fin. La confrontation finale était proche, mais la tension grandissait à mesure que les dangers devenaient plus réels. Emily a révélé que Clean organisait des réunions annuelles dans une propriété privée connue sous le nom de Manoir Prunellier, un complexe luxueux situé à la périphérie de New York, entouré d'agents de sécurité et de systèmes de surveillance ultramodernes. L'emplacement a été utilisé pour planifier les opérations du cercle et discuter des stratégies d'expansion. Hale, sceptique quant à la loyauté d'Emily, a insisté pour qu'elle soit gardée sous surveillance pendant qu'elle aidait à planifier l'attaque. Officiellement, nous n'aurons pas de seconde chance, a-t-il déclaré à Henry. Emily, pour sa part, semblait disposée à coopérer. Je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je le veux autant que toi. Jonathan m'a détruit et Victor a détruit ma vie. Malgré ces paroles, Henry resta sur ses gardes. Le plan était risqué, utiliser Emily comme appât pour infiltrer la réunion annuelle du cercle. Elle savait que Victor la considérait comme inutile après l'arrestation de Jonathan et espérait que cela la rendrait moins méfiante. Pendant ce temps, Henry et Hale s'infiltreraient en tant que membres de l'équipe de maintenance embauchée pour l'événement. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir Blackthorn, l'opulence du lieu contrastait avec l'obscurité qui l'abritait. Le manoir, entouré de jardins impeccables et d'un mur de sécurité, était le symbole du pouvoir de Victor Clean. Henry, désormais déguisé, sentait sa colère grandir à chaque pas. Dans le hall principal, Victor Clean s'adressait à un groupe de membres du cercle. C'était un homme à l'apparence charismatique, avec une posture confiante et un sourire cynique qui donnait la chair de poule à Henry. « Nous sommes les architectes de l'avenir », a-t-il déclaré. « Pendant que le reste du monde sombre dans le chaos, nous façonnerons l'avenir avec les outils que nous seuls possédons. » Pendant qu'Henry et Hale installaient discrètement des appareils d'enregistrement, Emily s'approcha de Victor. « J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, » dit-elle, essayant de masquer sa nervosité. « Jonathan est hors de propos, mais je peux toujours être utile. » Victor la regarda un instant, son sourire s'effaçant. « Penses-tu pouvoir négocier avec moi, Emily? Après toutes les erreurs que tu as commises ?» Il fit signe à l'un des gardes de sécurité. « Sortez-la. Elle a déjà atteint son objectif. » Avant qu'Emily puisse être emmenée, Henry décida d'agir. « Ce ne sera pas comme ça, salaud !» a-t-il crié en sortant de sa cachette, une arme à la main. Hale, qui était déjà préparé, neutralisa rapidement l'un des gardes de sécurité, créant le chaos dans la pièce. Les membres du cercle ont commencé à fuir, tandis que les gardes de sécurité de Victor tentaient de contenir Henry et Hale. Emily, profitant de la confusion,
a saisi l'arme de l'un des hommes tombés au combat et a lutté pour se libérer. Henry a finalement pu affronter Victor directement. Vous avez détruit ma vie, volé des années à moi et à tant d'autres personnes. Cela se termine maintenant. Victor, bien calculé, rit. Pensez-vous que m'arrêter changera quelque chose? Le cercle est plus grand que moi, plus grand que chacun d'entre nous. Vous ne pourrez jamais le détruire. D'un tir précis, Hale a frappé Victor, le renversant. Mais avant qu'Henry ait pu célébrer, des explosions ont commencé à résonner dans tout le manoir. Victor, dans un ultime acte de vengeance, avait activé un système d'autodestruction pour effacer toute trace de ses opérations. Emily a crié « Nous devons partir maintenant ». Le trio a couru dans les couloirs en feu, évitant les décombres et les gardes de sécurité désespérés de s'échapper. Lorsqu'ils atteignirent finalement l'extérieur, le manoir s'effondra dans un spectacle d'incendie et de destruction. Même si Victor était mort et que le manoir avait été détruit, Henry savait que les travaux n'étaient pas terminés. Les enregistrements et les documents que lui et Hale ont réussi à sauvegarder devaient encore être analysés pour exposer le reste du cercle. Emily, bien qu'elle ait aidé, est restée suspecte. Ce n'était que le début, a déclaré Hale alors qu'ils examinaient l'épave. Ils sont toujours là-bas. Henry, les yeux fixés sur les flammes, répondit. Alors je vais les poursuivre. La destruction du manoir Blackthorn et la mort de Victor Clean furent le premier coup dur porté au cercle de Salem. Mais pour Henry Clark, la fin de ce chapitre ne signifiait pas la fin de son combat. Les braises de la confrontation brûlaient encore et les conséquences de leurs actes commençaient à se dévoiler. Le lendemain de l'affrontement, la nouvelle de l'explosion au manoir de Clean a pris le pas sur l'actualité. Les journalistes ont spéculé sur une éventuelle attaque, tandis que les autorités locales ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Cependant, aucune mention du cercle de Salem n'a été faite. Henry savait que le pouvoir et l'influence de l'organisation étaient encore trop grands pour être facilement exposés. Henry, Hale et Emily se sont cachés dans un motel discret, analysant les documents et enregistrements qu'ils avaient réussi à sauvegarder avant l'explosion. Parmi les informations, ils ont découvert ce qui semblait être une liste de complices puissants répartis dans différents États, parmi lesquels des hommes politiques, des hommes d'affaires et des chefs religieux. Tandis qu'Henry examinait les papiers, Emily l'observait de loin. Elle avait l'air abattue, tiraillée entre sa culpabilité et sa propre survie. « Je ne pourrai jamais rattraper ce que tu as vécu », a-t-elle déclaré. « Mais je veux aider à détruire ce qu'ils ont créé. » Malgré l'apparente coopération d'Emily, Hale restait méfiant. Elle pourrait encore jouer sur les deux tableaux, Henry, prévint-il. Nous ne pouvons pas oublier qu'elle en faisait partie depuis le début. Henry, cependant, pensait qu'Emily pouvait être utile, même s'il ne lui faisait jamais entièrement confiance. Il savait qu'il aurait besoin d'elle pour naviguer dans le monde sombre du cercle et découvrir les noms restants sur la liste. Grâce aux informations recueillies, Hale a contacté un journaliste d'investigation indépendant, David Connors, connu pour avoir dénoncé des stratagèmes de corruption. Connors s'est immédiatement intéressé à l'affaire, mais il savait que publier quelque chose d'aussi explosif nécessiterait des preuves irréfutables. « Vous avez affaire à des gens qui peuvent faire taire n'importe qui », a déclaré Connors. « Si nous voulons publier cela, nous devons nous assurer que tout est protégé. » Pendant que Connors travaillait sur un dossier, Henry et Hale ont commencé à retrouver les noms sur la liste, à dénoncer les complices mineurs et à rassembler davantage de preuves contre le cercle. À chaque pas, le risque augmentait, mais Henry sentait qu'il portait enfin des coups importants à ceux qui l'avaient détruit. Au fur et à mesure que la lutte contre le cercle progressait, Henry commença à faire face aux effets psychologiques de son voyage. Les cauchemars étaient constants et sa colère l'envahissait souvent. Hale a tenté d'intervenir. « Tu dois trouver une raison pour continuer autre que la vengeance, Henry. Cela te consumera. » Malgré les conseils, Henry sentait que sa vie n'avait de place pour rien d'autre. Il avait perdu 10 ans, et c'était la haine envers le cercle qui le maintenait. Emily, de son côté, semblait chercher la rédemption. Elle a commencé à partager davantage d'informations sur le cercle, notamment des détails sur la manière dont les nouveaux membres étaient recrutés et dont les opérations étaient financées. « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ce que tu as vécu », a-t-elle dit à Henry. « Même si tu ne me pardonnes jamais. » Après des mois de travail, Connors publia un article détaillé détaillant les opérations du cercle de Salem. L'impact a été immédiat. Des enquêtes ont été ouvertes dans plusieurs États et plusieurs associés ont commencé à être arrêtés. L'exposition publique a forcé l'organisation à battre en retraite, mais Henry savait que les membres les plus puissants étaient toujours en liberté. Henry a reçu un message anonyme avec les coordonnées d'un endroit éloigné du Nevada, où se cachait censément l'un des dirigeants restants du cercle. Contre l'avis de Hale, Henry décida d'y aller seul. Là, il trouva un bunker souterrain,
où un petit groupe de membres du cercle opérait discrètement. Parmi eux se trouvait Emily, qui avait disparu des semaines auparavant. Henri était abasourdi. « Tu m'as trahi, dit-il, la voix pleine de colère et de déception. Emily, les larmes aux yeux, a répondu « J'ai fait ce que je devais faire pour arriver ici. » « Tu ne comprends pas, Henri. Je voulais aussi en finir avec eux, mais c'est la seule façon que je connaisse. » Henri était confronté à un dilemme, détruire le bunker et tuer tout le monde à l'intérieur, y compris Emily, ou capturer des preuves supplémentaires pour garantir l'éradication définitive du cercle. Il opta pour la deuxième alternative, utilisant ce qu'il avait appris de Hale pour désactiver le système de sécurité et voler les données stockées dans le bunker. Au dernier moment, en s'échappant, Henri a laissé Emily derrière lui. Vous avez eu votre chance de rédemption. Maintenant, c'est à vous de décider. Les informations recueillies dans le bunker ont abouti à une opération nationale qui a détruit le cercle de Selom. Bien que certains membres se soient échappés, le réseau a été démantelé et ses opérations ont été exposées au monde. Henri, désormais libre de sa vengeance, décide de disparaître. Il a laissé un mot à Hale, disant « J'ai fait ce que je devais. Maintenant, je vais essayer de vivre. » 2 ans plus tard, sur une plage tranquille d'Hawaï, un homme aux cicatrices visibles mais au regard serein regardait le coucher du soleil. Henry Clark avait trouvé la paix, enfin libéré des ombres qui le hantaient depuis une décennie. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos histoires. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer ces histoires percutantes. Dans la ville de Knoxville, dans le Tennessee, une petite communauté vit entourée de montagnes et de forêts denses. C'est le genre d'endroit où les gens connaissent leurs voisins et où la vie semble paisible en surface. Mais derrière cette façade calme, de sombres histoires surgissent de temps en temps, laissant de profondes cicatrices sur ceux qui les vivent. En 2012, Amy Reynolds, âgée d'accent grave peine 22 ans, a disparu sans laisser de traces. Étudiante vétérinaire, Amy était aimée pour sa gentillesse et sa passion pour les animaux. Toujours souriante et pleine de rêves, elle envisageait d'ouvrir une clinique pour sauver les chiens abandonnés. Le matin du 18 août, Amy est partie faire une randonnée dans un parc voisin. Il n'est jamais revenu. La communauté s'est rapidement mobilisée pour la rechercher. Les équipes de secours ont fouillé les forêts, des hélicoptères ont survolé la forêt, mais il n'y avait aucun signe d'Amy. Le seul indice trouvé était son sac à dos, soigneusement laissé à côté d'un sentier, comme si quelqu'un voulait le retrouver. La police a enquêté sur plusieurs possibilités, une attaque d'animal sauvage, un enlèvement ou même une fugue d'Amy. Cependant, après des mois sans réponse, l'affaire a été classée comme une nouvelle disparition non résolue. Mais Amy n'avait pas disparu. Elle était vivante, piégée dans un endroit qui amènerait quiconque à douter de sa santé mentale. Le matin de sa disparition, Amy s'était perdue lors d'un détour par un sentier et avait trouvé une cabane abandonnée. Là, un homme nommé Dean Hargrove, un vétéran de la guerre en Irak au passé traumatisant, l'a approché. Il a semblé amical au début, proposant de vous aider à retrouver votre chemin. Mais le comportement de Dean a rapidement changé. Il l'a drogué et emmené dans une cave cachée sous la cabane. Pendant 10 ans, Amy a vécu dans ce sous-sol entouré de murs en béton, avec juste un vieux matelas et une petite fenêtre à barreaux qui laissait entrer un peu de lumière. Dean l'a maintenue en vie avec de la nourriture et de l'eau, mais l'a soumise à des règles strictes et à des punitions sévères pour toute désobéissance. Il pensait qu'il protégeait, Amy du monde extérieur, qu'il considérait comme corrompu et dangereux. Malgré la souffrance, Amy n'a jamais abandonné. Elle a utilisé son temps pour observer Dean, étudier ses habitudes et chercher des moyens de s'échapper. Il avait fixé des heures pour sortir chasser, et Amy savait que ses absences étaient sa seule chance. Elle a également commencé à construire un récit pour elle-même, évoquant des souvenirs heureux de sa famille et de ses amis, afin de maintenir sa santé mentale. Une nuit, entendant Dean ivre à l'étage, Amy a tenté quelque chose de risqué. À l'aide d'un morceau de métal rouillé qu'il avait trouvé, il commença à ouvrir les charnières de la grille de la fenêtre. Mais le son a attiré l'attention de Dean, qui l'a retrouvé et, dans un accès de rage, a détruit ses maigres biens, la laissant dans un isolement complet pendant des semaines. En 2022, quelque chose a changé. Dean a commencé à sortir plus souvent, laissant Amy seule pendant des heures. Il semblait nerveux, comme si quelque chose menaçait sa routine. Un jour, alors qu'il revenait ivre, il a laissé échapper qu'il y avait des gens qui en demandaient trop. Amy réalisa que peut-être quelqu'un s'était rapproché de la vérité sur l'endroit où elle se trouvait. Cela a ravivé son espoir. Lorsque Dean partit pour l'une de ses longues absences, Amy trouva une clé qu'il avait accidentellement laissée tomber. Après 10 ans, elle parvient enfin à ouvrir la porte de sa cellule. Le cœur battant,
il gravit les escaliers vers la liberté. Amy Reynolds gravit les escaliers du sous-sol à pas prudents, chaque son résonnant comme le tonnerre dans le silence de la cabine. Après 10 ans de captivité, elle a enfin eu une chance de s'échapper. Cependant, lorsqu'il atteignit la porte d'entrée, il eut une surprise inquiétante. Dean avait installé des serrures supplémentaires et des caméras de surveillance à l'intérieur de la maison. Il était plus paranoïaque que jamais. Désespérée, Amy a commencé à fouiller la maison à la recherche de quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour déverrouiller la porte. Dans l'une des pièces, il trouva un tiroir rempli de clés. Les mains tremblantes, il commença à les tester un par un. Chaque tentative a pris une éternité, jusqu'à ce que finalement l'une d'entre elles fonctionne. Dès qu'il a ouvert la porte, le bruit d'une voiture qui approchait lui a glacé le sang. Dean revenait. Sans avoir le temps de réfléchir, Amy a couru dans la forêt, sentant les branches et les rochers lui couper la peau. À chaque pas, elle entendait Dean crier derrière elle. « Tu ne t'enfuiras jamais, Amy. » Jamais. Après avoir couru pendant près d'une demi-heure, Amy arriva sur une route. Une vieille camionnette arrivait vers elle et elle lui fit un signe frénétique. Le conducteur, un homme âgé, s'est arrêté et l'a aidé à monter dans le véhicule. « Que t'est-il arrivé, ma fille ?» lui demanda-t-il, effrayé par son apparence. « Emmenez-moi à la police », fut tout ce qu'Amy put dire, avant de s'effondrer d'épuisement. Lorsqu'Amy s'est réveillée, elle se trouvait dans un hôpital local, entourée de médecins et de policiers. Son corps était faible, mais sa détermination était inébranlable. Elle a raconté tout ce qu'elle avait vécu, depuis le moment où elle a rencontré Dean jusqu'à sa fuite désespérée. Les agents ont lancé une opération pour localiser Dean et encercler la cabine. Au même moment, Amy a retrouvé sa famille. Ses parents, désormais âgés, pleuraient en la serrant dans leurs bras. « Nous ne t'avons jamais abandonné », a déclaré sa mère. Mais Amy savait que son combat ne faisait que commencer. Dean était toujours en liberté et elle ne pourrait pas se reposer jusqu'à ce qu'il soit capturé. Avec les informations fournies par Amy, la police a fait une descente dans la cabane, mais Dean était déjà parti. À l'intérieur, ils ont trouvé des preuves choquantes, des vêtements d'autres victimes, des journaux intimes avec des notes paranoïaques et un sous-sol adapté pour accueillir plus d'une personne. Amy réalisa qu'elle n'était pas la seule. Combien de vies a-t-il détruit? Les agents ont commencé à rechercher Dean, mais il semblait avoir disparu. Amy, incapable d'attendre, a décidé qu'elle devait agir seule. « Je ne vais pas le laisser s'enfuir », a-t-elle déclaré au détective chargé de l'affaire, Thomas Green. Il a essayé de la dissuader, mais Amy était déterminée. « 10 ans, répondit-elle. J'ai passé 10 ans à attendre justice. Je n'attendrai plus. » Amy a commencé à enquêter sur le passé de Dean, en utilisant les informations qu'elle avait entendues de lui pendant sa captivité. Elle a découvert qu'il avait des liens avec des anciens combattants locaux et qu'il fréquentait un bar isolé à la périphérie de Knoxville. Déguisée et accompagnée d'une amie d'enfance, Lorraine, Amy s'est rendue sur les lieux. Au bar, il a entendu des clients parler d'un « homme étrange » qui apparaissait souvent et se cachait dans une caravane à proximité. Amy sentit son cœur s'accélérer. Il était sur le point de retrouver son ravisseur. Par une nuit pluvieuse, Amy et Lorraine se sont rendus à l'endroit indiqué. La caravane était sombre, mais Amy savait que Dean était là. Il a saisi une lampe de poche et un pistolet que Lorraine avait emprunté à un oncle. « S'il essaie quelque chose, je n'hésiterai pas », a-t-elle déclaré. En entrant dans la caravane, Amy trouva Dean endormi sur un lit de fortune. Il avait l'air âgé, l'ombre de l'homme qui l'avait emprisonné. Mais pour elle, il était toujours le monstre qui avait détruit sa vie. Quand Dean se réveilla et vit Amy, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu ne devrais pas être ici », balbutia-t-il. Amy a pointé l'arme sur lui. « 10 ans, Dean. Tu m'as volé 10 ans. Combien d'autres ?» Dean essaya de se justifier, marmonnant comment il l'avait sauvé du monde. Mais Amy ne voulait pas l'entendre. « Le monde est peut-être cruel, mais rien n'est pire que ce que tu as fait. » Avant qu'Amy puisse décider quoi faire, Dean a essayé de l'attaquer. Dans un réflexe rapide, elle s'appuya sur la gâchette, heurtant son épaule. Dean tomba au sol, hurlant de douleur. Lorraine a appelé la police et quelques minutes plus tard, les autorités sont arrivées sur les lieux et ont arrêté Dean. Dean a été placé en garde à vue et Amy a finalement senti un poids s'enlever de ses épaules. Au cours du procès, elle est devenue une personnalité publique, utilisant son histoire pour inspirer d'autres victimes et exiger des changements dans le système de recherche des disparus. Dean a été condamné à la prison à vie et ses liens avec d'autres disparitions ont commencé à faire l'objet d'une enquête. Bien que Dean ait été reconnu coupable, Amy savait que sa véritable vengeance était de reprendre la vie qu'il avait tenté de voler. Elle reprend ses études, ouvre sa clinique vétérinaire et commence à vivre pleinement. Chaque jour était un petit triomphe contre les années qu'il avait perdues. Après le procès de Dean Hargrove,
Amy Reynolds a finalement commencé à renouer avec le monde qu'elle avait perdu. Knoxville, avec ses rues calmes et ses forêts denses, semblait à la fois familière et lointaine. Chaque recoin portait un rappel de qui elle était avant la captivité, mais aussi un rappel de ce qu'elle avait surmonté. Maintenant, sa vie ne faisait que commencer. Les premiers mois qui ont suivi le procès ont été difficiles. Amy était confrontée à des cauchemars récurrents et à un profond sentiment de méfiance envers son entourage. Il a suivi une thérapie intensive, où il a appris à gérer le traumatisme et à reconstruire son identité. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé, a déclaré son thérapeute lors d'une séance. Vous êtes défini par la façon dont vous choisissez d'avancer. Amy a commencé à écrire un journal, enregistrant ses pensées et ses sentiments, transformant la douleur en mots. Finalement, cela l'a amené à écrire un livre sur son expérience, intitulé 10 ans de silence, qui devient rapidement un best-seller. Le livre ne raconte pas seulement son histoire, mais met également en lumière la question des disparitions négligées et la nécessité de réformer le système de recherche. La publication du livre a mis Amy sous les projecteurs. Elle a été invitée à des émissions télévisées, des conférences et des événements sur les droits de l'homme. Même s'il était épuisant de revivre son histoire encore et encore, Amy y voyait une opportunité d'aider les autres. Avec le soutien de dons et d'organisations caritatives, Amy a fondé une institution appelée Deuxième Chance, dédiée à la recherche des personnes disparues et au soutien aux victimes d'enlèvement et à leurs familles. L'institution a rapidement gagné en notoriété et Amy est devenue une voix puissante dans la lutte pour la justice. Tout en reconstruisant sa vie, Amy a commencé à renouer avec ses amis et sa famille. Sa meilleure amie, Lorraine, a été un pilier de soutien tout au long du processus, et ensemble, ils ont commencé à planifier l'ouverture de la clinique vétérinaire dont ils rêvaient. C'est plus qu'une entreprise, a déclaré Amy. C'est le symbole que rien, pas même 10 ans d'obscurité, ne peut effacer qui je suis. Sa relation avec ses parents s'est également renforcée. Malgré le temps perdu, ils étaient déterminés à créer ensemble de nouveaux souvenirs. Lors d'un déjeuner en famille, son père lui a dit « Tu es revenu parmi nous, et c'est tout ce qui compte ». Même si Dinah Grove était emprisonnée, Amy savait qu'elle porterait toujours avec elle le traumatisme de la captivité. Une nuit pluvieuse, alors qu'elle se dirigeait seule vers sa voiture, elle sentit une présence derrière elle. Son cœur s'emballa et elle attrapa instinctivement le spray au poivre qu'elle portait toujours. Mais lorsqu'il s'est retourné, il s'est rendu compte qu'il n'était qu'un passant sans méfiance. Ces moments étaient fréquents, mais Amy a appris à y faire face. « La peur peut me suivre », a-t-elle déclaré dans un discours. « Mais cela ne me définira plus jamais. » Le cas d'Amy a entraîné des changements significatifs dans la manière dont les autorités ont traité les disparitions. Les protocoles ont été révisés et de nouvelles lois ont été mises en œuvre pour améliorer les enquêtes. Sa fondation a aidé à résoudre des dizaines de cas, à réunir des familles et à mettre un terme à ceux qui avaient perdu des êtres chers. 5 ans après son évasion, Amy assistait à la grande cérémonie d'ouverture de sa clinique vétérinaire. Entourée de ses amis, de sa famille et des membres de sa communauté, elle a prononcé un bref discours. Si quelqu'un m'avait dit, dans cette cellule sombre, qu'un jour je serais là, libre et entouré d'amour, je ne l'aurais pas cru. Mais la liberté, comme l'espoir, est quelque chose qui ne pourra jamais nous être enlevé. Après le discours, Amy a regardé l'horizon. Knoxville semblait plus lumineuse, plus accueillante. Elle savait qu'il y avait encore des cicatrices, mais qu'il y avait aussi de la place pour la croissance, l'amour et le bonheur. Amy n'était plus seulement une survivante, c'était une femme qui avait transformé sa douleur en force, sa vengeance en justice et sa vie en un phare pour les autres. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos histoires. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer ces histoires percutantes. Dans une paisible ville de l'État de l'Oregon, Sophie Turner a mystérieusement disparu en 2013, à l'âge de 19 ans. Connue pour son esprit indépendant et sa passion pour la photographie, Sophie était partie explorer une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville, un lieu entouré de légendes urbaines qui l'ont toujours fascinée. Elle n'est jamais revenue. Les recherches ont été approfondies, mais il n'y avait aucune trace de Sophie. Au fil du temps, la ville a supposé qu'elle avait été victime d'un accident ou d'un crime, mais personne ne connaissait la vérité. Ce que personne n'imaginait, c'est que Sophie était en vie, prisonnière dans le manoir même qu'elle voulait tant explorer. Piégée dans un sous-sol scellé, Sophie a passé les 10 dernières années isolée du monde, retenue captive par un homme connu uniquement sous le nom de Maître. Lui, un ermite obsédé par la création de compagnons parfaits, voyait Sophie comme un projet qu'il pouvait façonner. Elle était suffisamment nourrie pour survivre, mais soumise à des règles strictes et à une routine de soumission totale. Sophie a été forcée de suivre ses ordres, mais elle n'a jamais perdu l'envie de s'échapper.
Pendant des années, elle a essayé d'identifier des modèles de comportement de son ravisseur. Il semblait extrêmement méthodique, mais il y avait des moments d'inattention, des lacunes qu'elle commençait à exploiter. Une nuit, alors que le maître laissa la porte de la cave entrouverte un bref instant, Sophie comprit que c'était sa chance. Il profite de son absence et s'enfuit, courant à travers la maison jusqu'à trouver la porte d'entrée. Là, il trouva de nouvelles serrures qu'il ne reconnut pas. La panique s'empare de son corps, mais, déterminée, elle utilise tous les outils à sa disposition jusqu'à ouvrir l'une des vitres latérales. Courant dans l'obscurité de la forêt qui entourait le manoir, Sophie ne savait pas s'il était derrière elle. Lorsqu'il aperçut enfin des lumières sur une route au loin, son cœur éclata presque de soulagement. Elle fit signe frénétiquement à une voiture qui passait, et une femme s'arrêta, choquée par l'état de Sophie. « S'il vous plaît, aidez-moi. Il est toujours là. » Sophie a été immédiatement emmenée au commissariat local, où elle a raconté son histoire. Le rapport était si inquiétant que les autorités ont organisé une opération pour envahir le manoir. À leur arrivée, le maître avait disparu, ne laissant derrière lui qu'une maison remplie de preuves de son contrôle malsain sur Sophie. Sophie Turner a été accueillie comme une survivante dans sa ville natale. Sa famille, dévastée par des années d'incertitude, a été soulagée de la retrouver vivante. Mais le soulagement a vite fait place à l'indignation. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ce manoir dépassait de loin ce que l'on pouvait imaginer, et Sophie ne pouvait pas se reposer pendant que le maître était toujours en liberté. Lors des interrogatoires au commissariat, Sophie a détaillé ce qu'elle a vécu pendant ces 10 années de captivité. Elle a décrit le maître comme un homme méthodique et cruel, obsédé par le contrôle. Il tenait des registres méticuleux à son sujet. Ses horaires, ses habitudes et même ses expressions faciales étaient notés dans un journal inquiétant. La police a trouvé ces dossiers dans la maison, ainsi que d'autres preuves démontrant que Sophie n'était pas sa seule victime. Parmi les objets confisqués figuraient des photographies d'autres femmes que Sophie ne reconnaissait pas, tout affichant des expressions de peur et de soumission. « Je n'étais pas le premier », a déclaré Sophie au détective responsable, Mark Halstead. « Et j'ai bien peur de ne pas être le dernier. » Le maître étant en fuite, la police a lancé une chasse à l'homme à grande échelle. Pendant ce temps, Sophie tentait de reconstruire sa vie. Mais les années d'isolement et de traumatisme constant ont laissé de profondes traces. Elle évitait les foules, avait du mal à dormir et avait l'impression d'être observée en permanence. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la rue principale de la ville, Sophie aperçut au loin une voiture noire garée. La conductrice semblait familière, mais lorsqu'elle a tenté de s'approcher, le véhicule a rapidement décollé. Le maître était toujours à proximité. Sa présence raviva quelque chose chez Sophie, la colère qu'elle avait si longtemps réprimée. « Je ne vais pas passer le reste de ma vie à avoir peur de lui », a-t-elle déclaré à Halstead. « Si vous ne parvenez pas à le trouver, je le ferai. » Bien que le détective ait tenté de l'en dissuader, Sophie a commencé à enquêter seule. Elle revisita mentalement les années qu'elle avait passées dans la maison, essayant de se souvenir des indices qui pourraient indiquer où le maître s'était enfui. Au cours de ses réflexions, elle se souvint de conversations dans lesquelles il évoquait une cabane dans les montagnes, un lieu qu'il considérait comme un sanctuaire. Déterminée à terminer ce que la police ne pouvait pas faire, Sophie a pris le journal du maître, qui lui avait été restitué comme preuve, et a commencé à déchiffrer ses notes. Parmi les textes troublants, elle a trouvé un ensemble de références géographiques qui la conduisaient dans une petite région à la périphérie du Montana. Elle n'a parlé à personne de sa découverte. Ce serait son combat, sa vengeance. Sophie partit seule pour le Montana, n'emportant qu'un sac à dos et les journaux du maître. À son arrivée, il a commencé à poser discrètement des questions sur tout homme qui pourrait correspondre à sa description. Dans une petite ville au pied des montagnes, elle a trouvé son premier indice concret. Un mécanicien local a mentionné avoir vu quelqu'un ayant les caractéristiques du maître dans un magasin de fournitures, en train d'acheter des produits d'épicerie et des outils de camping. Suivant l'indice, Sophie trouva un sentier qui menait à une cabane isolée. Elle a observé le site à distance pendant des heures, attendant le moindre signe de vie. Lorsqu'il aperçut enfin une ombre passer devant l'une des fenêtres, il sut qu'il était au bon endroit. Sophie attendit le soir pour agir. D'un pas silencieux, il s'approcha de la cabane et essaya d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Elle fit le tour des lieux et trouva une fenêtre entrouverte. En entrant, elle sentit l'odeur familière du vieux bois et de l'humidité, la même odeur qui l'accompagnait depuis 10 ans. Le maître était là, assis sur une chaise, lisant un livre à la lueur d'une lampe. Il paraissait plus âgé, mais la même expression calculatrice était toujours sur son visage. Avant qu'il ne remarque sa présence, Sophie ramassa un objet lourd, un outil qu'elle avait trouvé dans la cabine et s'approcha de lui. Lorsqu'il la regarda finalement, son expression était celle d'un pur choc. « Tu » commença-t-il, mais il ne put finir.
Sophie l'a frappé, le faisant tomber au sol. Elle se tenait au-dessus de lui, remplie de rage, mais hésita un instant. « Tu m'as volé 10 ans, dit-elle, la voix tremblante. Et pourtant, je ne suis pas comme toi. » Avant qu'il puisse décider quoi faire, des lampes de poche apparurent à travers la fenêtre. Halstead, qui se méfiait de ses intentions, avait suivi Sophie. La police est entrée et a arrêté le maître, qui était toujours inconscient. De retour au poste de police, Halstead a confronté Sophie. « Tu aurais pu en finir là, mais tu as choisi de le laisser vivre. »« Pourquoi ?» Sophie répondit d'une voix ferme. « Parce qu'il mérite de souffrir, et il n'y a pas de plus grande souffrance que d'être exposé pour le monstre qu'il est. » Le maître a finalement été arrêté et placé en détention maximale, en attendant son procès pour une longue liste de crimes. Les preuves trouvées dans la cabine, ainsi que les dossiers méticuleux qu'il tenait, étaient suffisamment incriminants pour justifier une lourde peine. Mais pour Sophie, la bataille n'était pas encore terminée. Le procès serait le moment où elle affronterait de front son bourreau, cette fois dans des conditions différentes. Au début du procès, la salle d'audience était bondée. Les journalistes, les spectateurs et les survivants d'autres tragédies similaires attendaient d'entendre les détails d'une affaire qui avait déjà retenu l'attention nationale. Sophie, bien que réticente, a accepté de témoigner. « Je ne vais pas le laisser me faire taire à nouveau », a-t-elle déclaré au détective Halstead. Le jour de son témoignage, Sophie a affronté le maître avec un courage qui l'a elle-même surprise. Elle a raconté en détail les horreurs des 10 années qu'elle a passées sous son contrôle, les abus psychologiques, les privations et les jeux de pouvoir incessants qu'il a exercés. Tout au long de l'histoire, le maître a gardé la tête baissée, mais Sophie savait qu'il écoutait chaque mot. La défense a tenté de dépeindre le maître comme un homme mentalement instable, affirmant que ses actes étaient le résultat d'un traumatisme infantile et d'une maladie mentale non traitée. Mais les preuves étaient claires et le jury n'a pas tardé à rendre son verdict, coupable sur tous les points. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que cette condamnation ait apporté un certain soulagement, Sophie sentait qu'il manquait encore des pièces au puzzle. Lors du procès, le maître a évoqué d'autres compagnons imparfaits, laissant entendre que Sophie n'était pas sa seule victime. La police a trouvé des traces d'au moins 3 autres femmes dans les journaux, mais aucune d'entre elles n'a été identifiée. Cela hantait Sophie. Déterminée à découvrir le sort de ces femmes, elle revient collaborer avec Halstead. Ensemble, ils revisitèrent les dossiers, analysant chaque détail des notes du maître. Parmi les papiers, ils ont trouvé des références à un lieu proche du manoir d'origine, une grotte cachée dans les forêts de l'Oregon. Sophie savait qu'elle ne pourrait pas se reposer jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Avec une petite équipe de police, Sophie et Halstead se sont rendus à l'endroit mentionné. La grotte était difficile d'accès, entourée d'arbres denses et d'un terrain escarpé. Lorsqu'ils sont finalement arrivés, ils ont trouvé quelque chose à quoi aucun d'entre eux ne s'attendait, un débarras de fortune rempli d'objets personnels, des vêtements, des journaux intimes et des photographies des autres victimes. Sophie prit une des photos et ressentit un frisson. Il s'agissait d'une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux écarquillés, visiblement terrifiée. « Il les a amenés ici », dit Sophie, parlant à peine. « Mais où sont-ils maintenant ?» En explorant la grotte, ils trouvèrent un petit tunnel qui menait à une zone plus profonde. Là, il y avait 3 croix rudimentaires en bois, chacune marquée d'un nom, Emily, Rachel et Anna. Sophie réalisa qu'elle se tenait devant les tombes des autres victimes. Elle tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « J'ai réussi à m'échapper, mais ils n'ont pas eu autant de chance. » Halstead posa une main sur son épaule. « Grâce à toi, il ne pourra plus jamais faire ça à personne. » Après des semaines passées à faire face à cette découverte, Sophie a décidé de transformer son chagrin en action. Elle a fondé une organisation appelée Voix perdues, dédiée à aider les survivants des enlèvements et leurs familles, ainsi qu'à garder vivant le souvenir des victimes qui n'ont pas pu s'échapper. La fondation a rapidement gagné en notoriété et Sophie a commencé à parcourir le pays, partageant son histoire et encourageant des changements dans le système judiciaire afin de traiter les cas de personnes disparues avec plus d'urgence. Elle a également veillé à ce que l'on se souvienne des victimes, en créant des monuments commémoratifs pour Emily, Rachel et Anna. Des années plus tard, Sophie est revenue au manoir où tout a commencé. Désormais abandonné et en ruine, le lieu n'avait plus le même pouvoir sur elle. En parcourant les couloirs sombres, il ressentit un étrange soulagement. Le maître a été emprisonné et elle a retrouvé la vie, quelque chose qu'il avait tenté de voler, mais sans succès. Dans son jardin de devant, Sophie a planté 3 arbres en l'honneur des femmes dont la vie a été perdue. « Vous ne serez pas oubliés », dit-elle à voix basse. En regardant les arbres se balancer au gré du vent, Sophie s'est rendue compte que même si les cicatrices de son expérience ne s'estompaient jamais, elles lui rappelaient sa force. Elle avait affronté les ombres et en était ressortie plus forte que jamais.